BFM Business, Intégral Placement, l'œil de la presse. Bonjour Cédric. Pour marché gagnant, elle est terne aujourd'hui. Je ne vais pas vous demander qui vous a offert votre chemise, si? Non, me demandez pas. Vous allez quand même tailler un costard à quelqu'un? Oui, je vais tailler un costard à quelqu'un. Et puis voyez-vous, cette semaine j'avais du tissu, j'avais beaucoup de tissu. Et donc je me suis dit qu'il fallait donc s'attaquer à un truc costaud. J'ai nommé l'assurance vie. La semaine dernière, plus précisément jeudi 9 mars, la Fédération française de l'assurance, vous savez, qui est née du rapprochement des assureurs traditionnels et des mutuelles. La Fédération française de l'assurance tenait donc sa première conférence de presse annuelle. Évidemment, je ne pouvais pas y être, puisque j'étais ici, en train de dire du mal de la Cour des comptes, mais j'ai eu l'opportunité de la voir en replay, l'occasion pour moi de faire un peu de fact-checking. Donc, si fact-checking il y a, ça veut dire que vous allez pointer quelques incohérences, quelques inexactitudes dans les propos des uns et des autres? Exactement, il est important que les assureurs parlent juste. Et pourquoi je dis ça? Parce que l'assurance vie, c'est pas l'histoire de quelques mois pour un client, mais c'est l'histoire de plusieurs années. C'est donc une histoire de confiance nécessaire sur la durée. Et on ne doit avoir confiance que dans des gens qui vous disent les choses telles qu'elles sont et non qui pipotent la terre entière à longueur de journée. Donc d'un point de vue politique, par exemple, vous voyez, vu le niveau de carabistouille qu'on nous raconte, je pense qu'on pourrait réduire la durée du mandat présidentiel à 3 mois environ. Bon, qu'est-ce que vous contestez dans le discours de vos petits camarades assureurs? Allez, on attaque. Bernard Spitz, le président du lobby professionnel, attaque sa partie assurance vie avec la phrase suivante. Il nous dit « L'assurance vie est plus que jamais le placement préféré des Français » et de poursuivre. Les chiffres sont éloquents. Et moi, je me dis, à peine voilà que la conférence de presse a commencé, que je commence déjà. Il n'y a pas que lui. C'est presque un gimmick journalistique aussi d'aller dire que c'est le placement préféré des Français. Mais on a le droit d'être précis, ça ne dérangera personne. Alors soyons précis. Quel est le placement le plus détenu par les Français? L'assurance vie? Non. C'est le livret A. Plus de 75% des Français en détiennent un contre 44%. Mais c'est de l'épargne de précaution. Donc, l'assurance vie n'est pas le placement préféré des Français. Quel est le placement qui pèse le plus lourd dans le patrimoine des ménages? L'assurance vie avec ses 1600, 1700 milliards d'euros? Non. L'immobilier pèse bien plus lourd. Là encore, c'est inexact. Bon, alors si on se limite à la finance, c'est quoi? Alors, si on se limite à la finance, l'assurance vie est bien devant. Bon, cela dit, si tel est le cas, on devrait dire l'assurance vie est le placement financier préféré des Français, ou, je vais vous dire, pour être plus précis, le placement financier où les Français ont le plus investi. Pourquoi cette précision? Parce que derrière le terme, le placement financier préféré du Français, il y a l'idée du moment. Le placement financier préféré des Français du moment, ce qui sous-entend allez-y sans crainte, braves moutons qui n'y comprenaient rien, et surtout que les choses restent ainsi, faites comme la foule, suivez le mouvement. Sauf que l'assurance vie n'est pas le placement financier préféré du moment. En 2016, la collecte nette, c'est-à-dire la différence entre les entrées et les sorties, et les sommes qui sont sorties, elle s'est élevée à 16 milliards. Juste, on se rappelle, il y a 10 ans, on était à plus de 50 milliards. Alors que, en 2016, les dépôts à vue non rémunérés ont cru de plus de 30 milliards. Bref, contrairement à ce que nous dit Bernard Spitz, je ne trouve pas que les chiffres de l'assurance vie soient si bons. Autre fact-checking. Bernard Spitz dit, vous savez l'image de couteau suisse qu'il est de coutume d'utiliser et qui correspond d'ailleurs à la façon dont les Français utilisent l'assurance vie. Là encore, soyons francs, c'est pas vraiment du fact-checking, c'est plutôt de l'analyse. L'assurance vie, couteau suisse des épargnants. Là encore, je crains que l'on vive sur des images d'Épinal ou pour être plus juste sur une sorte de Madeleine de Proust. Bref, un souvenir ému d'un temps qui n'existe plus. Pourquoi? C'est pas une enveloppe où on peut mettre à peu près tout ce qu'on veut? Alors, vous voulez jouer? Moi, Cédric, je suis d'accord avec vous, on va jouer. Je veux défiscaliser. Que reste-t-il à l'assurance vie? La réduction d'impôt de 4 000 francs que j'avais quand j'étais jeune, elle est où? Disparue. L'exonération totale des plus-values, elle est où? Remplacée par une taxe de 7,5% avec un abattement de 4 600 euros pour un célibataire et 9 200 euros pour un couple. Et d'ailleurs, nul ne sait ce que va devenir cette fiscalité après la présidentielle. Il y a quand même les 152 500 d'exonération au droit de succession. Ouais, sur le papier, c'est un avantage colossal. Mais Cédric, j'imagine que vous avez un contrat. Oui. Moi, vous avez qui comme bénéficiaire sur votre contrat? Ma femme et mes enfants. Votre femme, comme beaucoup de Français. Autrement dit, l'assurance vie ne vous sert à rien d'un point de vue fiscal. Pourquoi?
Parce que depuis la loi TEPA de 2007, le conjoint est exonéré de droits de succession. Bon, donc effectivement, le couteau suisse existe, quoi. Le couteau suisse, franchement, on nous a aussi dit, c'est la possibilité de placer comme on veut. L'assurance vie, c'est génial, c'est la garantie du fonds euro. Ah, la garantie du fonds euro, le problème, c'est qu'aujourd'hui, dans la plupart des cas, elle n'existe plus. C'est la possibilité d'investir comme on veut. Mais aujourd'hui, on ne cesse de vous mettre des contraintes. 30% minimum sur des unités de compte si vous voulez accéder à mon fonds en euros. L'assurance vie, c'était le couteau suisse. Retour à l'école. C'était, ce n'est pas du présent. C'est du passé et plus précisément de l'imparfait. Bon, malgré tout, effectivement, il y a aujourd'hui des épées de Damoclès. C'est quand même encore ce fonds en euros, un placement peu ou prou garanti pour les Français. Peu ou prou garanti et rentable, dit-on. Et c'est ce que nous dit Bernard Spitz. Il nous dit, j'annonce un rendement moyen pour l'exercice passé de 1,8% et il projette un slide où il met à côté le PEL avec un taux de 1,3%, avec l'idée de nous faire comprendre, comme vous le pensez, comme beaucoup de Français le pensent, que le fonds en euros est plus rentable que ses concurrents. Seulement, voilà, les faits sont têtus, c'est faux. Pourquoi c'est faux ? Écoutez, on ne va pas se jeter des chiffres au visage. C'est le but du fact-checking. On va essayer de sortir l'émotionnel et d'être un peu dans le rationnel. Déjà, on va essayer de comprendre ce qui se passe derrière les chiffres. D'où sort ce 1,3%? Vous avez la possibilité de souscrire un plan d'épargne logement à 1,3%? Oui, non. Mais c'est sur des slides et il précise que c'est une moyenne, donc... Ah, alors effectivement, vous avez raison, il nous dit que c'est une moyenne. Il s'agit donc, ce 1,3%, d'un taux hypothétique qu'aurait obtenu un souscripteur qui aurait souscrit 3 PEL dans l'année, ce qui, au passage, est strictement interdit. Donc, ce chiffre, c'est n'importe quoi. Quid maintenant du chiffre du fonds en euros? Le 1,8% qu'on vous donne, il correspond à quoi? Je sais pas. Vous voyez, la preuve de ce que je dénonce, on se balance des chiffres à la tronche, ça fait sérieux, mais si on ne creuse pas, on peut rien conclure. En assurance vie, le taux moyen qui est affiché, c'est un truc qui est pondéré par les encours aux provisions mathématiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je prends tous les contrats qui existent sur la place et qui ont été souscrits, qu'ils soient ouverts ou non à la souscription, tout ce qui est détenu. Et on regarde combien pèsent ces contrats et on regarde combien on leur a distribué. D'accord. Ce taux, ce n'est pas le taux qui est applicable pour les contrats qu'on peut souscrire aujourd'hui. D'ailleurs, ce taux, ça sera intéressant de l'avoir, mais il n'existe pas. Donc, dans votre 1,8%, il y a des vieux contrats qui bénéficient de la garantie à 4,5%. Donc, pas possible de comparer les PEL et l'assurance vie. Si, possible. Pourquoi? Parce que j'adore les chiffres, c'est ma passion. Mais juste un petit rappel. Le PEL, vous avez un taux qui est fixé à l'origine qui va durer toute la durée du contrat. L'assurance vie, c'était pareil. Avant, vous aviez un taux garanti plus une participation au bénéfice. Mais aujourd'hui, ça a changé puisqu'il n'y a plus de taux garanti. Il y en a qui ont essayé, mais ils ont eu des problèmes. Exactement. Là encore, je dis c'était. Vous voyez encore de l'imparfait. J'en reviens à mes chiffres. La Banque de France, elle nous donne des éléments pour le plan d'épargne logement sur la base des encours placés. Donc, sur une méthodologie qui est assez proche de la méthodologie des assureurs. Eh bien, je vous donne le chiffre. Fin décembre 2016, le rendement moyen des PEL aujourd'hui détenus par les Français, c'était 2,74%, soit près d'un point de plus que le fonds en euros. Donc, contrairement à ce que nous dit Bernard Spitz, moi, en termes de conseils par rapport aux épargnants, je dis, si on veut placer de l'argent sans trop de risques, vaut sûrement mieux aller, si on peut le faire, sur son vieux PEL que sur son contrat d'assurance vie. Bon, un mot de conclusion pour achever cette dénonciation. Premier constat, je pense que la confiance impose l'honnêteté intellectuelle. Second constat, l'assurance vie, ne nous méprenons pas, est un superbe produit sur le papier, mais elle doit faire sa révolution. Ça doit passer par une baisse drastique des frais qui font plus qu'opérer la rentabilité. Et je faisais un clin d'œil fiscal. Si jamais la fiscalité de l'assurance vie est alignée sur celle des autres placements, on va vite se rendre compte que les avantages fiscaux dont elle bénéficie aujourd'hui passent plus dans la poche des assureurs que dans la poche des assureurs. Et puis cela passe par un retour aux sources et au mot, au sens du mot assurance. Car aujourd'hui, les clients ont le sentiment que l'assurance vie n'assure plus grand-chose. Bref, au lieu d'utiliser et d'appliquer la méthode Coué en prétendant que tout va bien, les assureurs seraient bien mieux inspirés de se remettre au boulot en prenant en compte les aspirations réelles des épargnants. Celle, par exemple, de pouvoir transférer son contrat? Celle, par exemple, de pouvoir transférer son contrat et d'avoir des produits où on est beaucoup moins contraint que ce que l'on est aujourd'hui. Bon, ben voilà, Jean-François Fiat, son franc-parler pour Marché Gagnant.